Bonjour, bienvenue dans Point de vue, bienvenue à vous tous qui nous suivez. On va parler de politique avec cette question a priori incongrue. François Hollande se prépare-t-il au match retour? Après sa charge contre Emmanuel Macron à Séoul, il fait donner sa garde rapprochée. Entre les deux présidents, l'ancien et l'actuel, l'âge de guerre est bien déterré. Autre sujet de débat, l'université et le mot sélection qui paraît décidément bien tabou. Des propositions très prudentes en la matière sont remises aujourd'hui à la ministre de l'Enseignement supérieur. Après l'université, l'école où commence ou non la lutte contre le harcèlement sexuel. Vous nous direz ce que vous en pensez. Et enfin, la Catalogne avec cette question. Face à l'impasse de la situation, l'Union européenne doit-elle jouer un rôle de médiateur? On voit tout cela dans un instant avec vous, Olivier Duhamel. Bonjour. Bonjour. Juriste, politologue, auteur de Macron et en même temps, coécrit avec Laurent Bigorne et Alice Baudry et qui vient de sortir chez Plomb. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Bonjour Christophe Devock. Bonjour. Vous êtes historien, vous enseignez à Sciences Po, vous êtes spécialiste des Pays-Bas, mais aussi peut-être par la force des choses un peu de la Catalogne. Et vous êtes membre du conseil scientifique de la Fondapol qui publie Où va la démocratie. Avec nous également Sylvain Courage, rédacteur en chef à l'Obs. L'Obs qui titre cette semaine en une, harcèlement sexuel, briser le silence. Bonjour Sylvain. Bonjour. Et bonjour Alexis Brézé, Bonjour, Marie-Amélie. directeur des rédactions du Figaro. Figaro où l'on parle de tout demain, de la Catalogne, de l'université, de la lutte contre le harcèlement sexuel et de politique, évidemment. La politique, alors la place de meilleur opposant à Emmanuel Macron est-elle à prendre? François Hollande semble briguer le titre, en tout cas lui et ses amis donnent de la voix, profitant du blues de Jean-Luc Mélenchon et de la faiblesse de Marine Le Pen. Écoutez l'un d'eux et pas le moindre, Bernard Cazeneuve, l'ancien Premier ministre et ancien ministre de l'Intérieur, c'était ce matin sur Europe 1. Il y avait un homme qui n'était pas un amateur à l'Élysée, qui était secrétaire général adjoint, qui était en charge de toutes les questions budgétaires, fiscales, économiques, qui s'appelait Emmanuel Macron. Il y avait, comme directeur adjoint du ministre de l'économie et des finances, en charge de la fiscalité des entreprises, un homme de grande qualité, qui n'est pas du tout un amateur, et pour lequel j'ai le plus grand respect, qui s'appelle Alexis Kohler. Vous voulez parfois, l'amnésie est un moteur de la politique, mais moi je ne suis pas amnésique et je considère que, surtout lorsqu'on dit tous les jours sur tous les sujets j'assume, il y a des choses qu'on doit pouvoir assumer quand elles correspondent à une réalité. Olivier Duhamel, il est assez taquin, Bernard Cazeneuve. Que mijote-t-il avec François Hollande? Je pense qu'il n'est pas seulement taquin, en vérité. Je pense que Bernard Cazeneuve, qu'on croyait voir s'éloigner de la politique, qui décide de ne pas se représenter aux élections législatives et de laisser la place à Cherbourg, qui reprend un travail d'avocat, qui écrit un livre sur son passage à Matignon. En vérité, c'est Bernard Cazeneuve qui revient à vitesse grand V. Et autant un retour de François Hollande me semble personnellement impossible pour deux raisons. La première, c'est que quand même si elle devait s'atténuer, et elle s'atténuera rétrospectivement, l'impopularité a été trop grande. Et deuxièmement, parce que nous vivons des temps où les retours ne se font plus, n'est-ce pas? Déjà, Giscard n'y est pas arrivé. Dans aucune démocratie au monde, quelqu'un qui a été battu ou qui a été obligé de renoncer ne peut se représenter. En revanche, entre Mélenchon, blues ou pas, et Macron, il y a quand même un tel espace que forcément quelque chose va renaître de ce parti socialiste moribond et devra s'incarner. Alors, écoutez, si vous me réinvitez, mettons dans un an ou deux, vous verrez la place de Bernard Cazeneuve. Retour ou pas, Alexis? Non, je pense que dans cette taquinerie, il y a une part politique, dont vient de parler Olivier, et qui est essentielle, mais il y a aussi une part personnelle. C'est-à-dire, comme disent les jeunes, Cazeneuve, Hollande, ils sont vénères. L'autre les a roulés dans la farine, leur a donné des leçons. Et maintenant, il lui renvoie. Macron les renvoie dans le camp des fainéants et des bavards. Et donc il y a un côté, on règle des comptes parce que on s'est fait trahir et rouler dans la farine. Ça compte aussi en politique. Donc ça, c'est une première partie des choses. Et puis il y a la partie plus politique. Je suis d'accord avec Olivier quand il dit que le retour de François Hollande est tout à fait improbable et sans doute impossible. Ça n'est pas parce que nous disons ça que François Hollande le pense. Et donc, moi, j'ai quand même le sentiment qu'aussi curieux que ça puisse paraître, qu'il se dit qu'il y a un espace, ça c'est vrai, il y a un espace entre Macron et Mélenchon, qu'il n'y a personne aujourd'hui au Parti socialiste pour occuper cet espace, et qui va déjà commencer à l'occuper médiatiquement, et peut-être demain l'occuper politiquement, on verra.
pas convaincu, François Hollande, de son impopularité totale. François Hollande, il a quitté le pouvoir en se disant bon, je me démets, mais l'histoire me rendra justice. Et il n'a jamais dit j'arrête la politique. Non, jamais. Non, il a jamais dit qu'il prenait sa retraite de la politique, mais il espérait surtout que l'histoire, et assez rapidement, allait lui rendre justice pour tout ce qu'il avait fait d'utile pour le pays, le retour de la croissance économique, un certain nombre de réformes. Et au lieu de ça, il voit un de ses anciens obligés qui prend le pouvoir et qui ne cesse de lui cogner dessus et qui le renvoie à ses insuffisances. Donc effectivement, ça le fait tourner en bourrique. Alors je ne suis pas très sûr que François Hollande ait intérêt à manifester aussi ouvertement son agacement. Parce que pour Emmanuel Macron, c'est un avantage que François Hollande aujourd'hui... se démarquer de François Hollande. Voilà, parce qu'il se démarque mieux de lui et quelque part, il fait passer Hollande pour quelqu'un qui est aigri. Effectivement, Christophe Devogt. Oui, mais moi, je m'intéresse aussi beaucoup à la rhétorique politique à Sciences Po. Et là, moi, ce qui m'a frappé, c'était en effet la magnifique rétorsion rhétorique, ça s'appelle, de Cazeneuve sur le terme d'amateur, qu'il a renvoyé à l'expéditeur, en quelque sorte. Et d'autre part, ce qui m'a aussi frappé, c'est toujours le thème du bilan. Et alors, je trouve que là, c'est un peu curieux de voir Bernard Cazeneuve dire c'est quand même scandaleux, etc., le fait de critiquer son prédécesseur, alors que, il faut quand même bien le dire, François Hollande n'a fait que ça pendant 5 ans, de critiquer son prédécesseur. Et ce matin encore, Bernard Cazeneuve a rappelé le mauvais bilan de Nicolas Sarkozy. Vous voyez, on est au-delà de la tombe. Que Hollande n'était pas ministre de Sarkozy, si vous voulez. Non, mais je parle du fait... Enfin, oui, sauf si je me trompe. C'est vrai, mais le fait de l'argument, je veux dire, l'argument de dire c'est pas bien de dire du mal du bilan précédent est un argument qui lui sied mal. Voilà ce que je voulais dire. En l'occurrence, il y a quand même une vérité dans ce que dit Cazeneuve, c'est cette fameuse histoire de la taxe sur les 3% sur les dividendes, dont Macron et tout le gouvernement disent c'est une sottise absolue de François Hollande qui va coûter 10 milliards, d'amateurisme qui va coûter 10 milliards aux finances de l'État. C'est vrai que ça va coûter 10 milliards aux finances de l'État. Aujourd'hui, ce qu'il va falloir rembourser aux entreprises le trop perçu. Mais c'est vrai aussi, la Cazeneuve a parfaitement raison de dire qu'à l'époque où cette taxe a été inventée, Macron était secrétaire général. Oui, mais alors, si vous permettez une note de bas de page sur les 10 milliards, je suis très surpris que personne ne critique le Conseil constitutionnel d'avoir pris une décision aussi irresponsable. Car bien entendu, il devait déclarer cette taxe inconstitutionnelle, mais il avait tous les moyens pour en limiter les effets catastrophiques, puisque c'est le Conseil constitutionnel qui définit les effets d'entente de ces décisions. Et il pouvait très bien décider qu'elle était inconstitutionnelle. Mais oui, et ça changeait tout. Et c'est très étonnant qu'il ait été aussi loin dans une décision aux conséquences catastrophiques pour nos finances publiques et que personne ne lui en fasse grief. Oui, mais vous êtes spécialiste de ce sujet, mais attention, il y a quand même une décision de la Cour européenne. Oui, mais c'était sans problème de le faire à partir de pour le Conseil. Donc, il faut tenir compte. Là, le Conseil était un petit peu coincé juridiquement aussi. Ouais. On va juste écouter Édouard Philippe parce que dans la série des amabilités échangées, il a sa part aussi. J'aimerais que ceux qui, aujourd'hui, à 10 000 kilomètres, alors qu'ils ne se sont pas présentés aux élections pour défendre leur bilan, commentent de façon acide et acerbe ce que nous faisons aujourd'hui pour réparer le pays, prennent une certaine forme d'humilité sur ce qu'ils ont fait hier et sur les responsabilités qu'ils ont dans les dérèglements de l'économie française. Ça vaut pour l'ancien président de la République, je le dis sans aucune animosité. Humilité, Alexis, décidément, tous les termes, amateurisme. Ping-pong. Dans un genre voisin, mais qui concerne toutefois les jupéistes, il y a cette phrase de Virginie Calmels dans un papier du Figaro il y a 2 jours où elle dit « Ceux qui ont fait perdre Alain Juppé, et elle pense à Édouard Philippe, à Gilles Boyer, sont aujourd'hui ceux qui sont au gouvernement, etc. » Donc dans tous les cas, on règle des comptes par rapport à ce qui s'est passé avant. C'est un peu la loi du genre. Alors, il y en a un qui n'est pas sur ce registre, c'est le PDG d'LVMH, Bernard Arnault. Vous allez voir, je ne suis pas sûr qu'il rende service à Emmanuel Macron. On l'écoute. Depuis que le président Macron est arrivé à l'Élysée, l'image de la France et des entreprises françaises a complètement changé dans le monde. Quand j'allais en Angleterre ou aux États-Unis il y a 2 ans, on avait tendance à me plaindre. Cher monsieur, mais comment vous pouvez vivre dans un pays pareil où les impôts n'arrêtent pas d'augmenter, où les entrepreneurs sont omnis? Et maintenant, ça a complètement changé. Toutes les mesures annoncées et mises en œuvre par le président de la République vont attirer en France beaucoup d'investissements. Ça va avoir un effet positif sur l'emploi. En pleine polémique sur le président des riches, c'est pas forcément très adroit. Disons qu'à cause de la personne et des bizarreries de notre pays, mais sur le fond, ce qu'il dit, à la limite, c'est ce que Macron aurait dû dire un peu plus fortement dans son intervention télévisée, au lieu de nous parler de cordées
qui était quand même un truc... vous me présenterez quelqu'un qui pense que si Bernard Arnault s'enrichit considérablement, c'est excellent pour lui, parce qu'il va avoir plus d'argent s'il est de la classe moyenne inférieure ou de classe populaire, vous ne le trouverez pas. Hein. Bon. En revanche, il donne le fond de l'argument pour investir, croissance, emploi. Alors, c'est pas parce que c'est Bernard Arnault qui le dit que c'est faux. Donc, vous avez raison, dans notre pays, en effet, si Bernard Arnault dit que Macron est bien, ça veut dire que Macron est mal. Mais c'est quand même le degré zéro de la pensée. Peut-être qu'on est passé à une autre époque, d'ailleurs, Alexis. Non, je veux dire, malgré tout, quand il s'agit de savoir... Enfin, quand on parle de création d'emplois, de croissance et de prospérité, après tout, Bernard Arnault est quand même pas tout à fait le plus mal passé. Bon, voilà. Oui, et puis la contre-argumentation, elle est facile. La contre-argumentation, elle est facile, parce qu'à chaque fois, Emmanuel Macron peut dire, justement, je suis sorti de ce gouvernement. Justement, c'est bien que j'étais pas d'accord. Sinon, je ne me serais pas présenté, etc., etc. Il peut tout à fait mettre en scène le désaccord historique qu'il a eu avec ce gouvernement. Et notamment sur les 3%, rappeler que c'est un amendement parlementaire, par exemple. Enfin, tout ça ne déplaît pas à la droite et tout ça déplaît fortement à la gauche. Et il y a un moment où peut-être qu'il faut en effet penser à c'est bon pour côté droit, soyons un peu côté gauche. Mais c'est pas du tout, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas du tout ce que fait Macron, puisque quand on voit dans son intervention sur la sécurité, l'immigration, le terrorisme, au contraire, il en remet à droite. Mais je pense que son calcul, c'est de se dire, avec mes premières mesures économiques, je plais à la droite, mais aux catégories supérieures, à la bourgeoisie, aux riches ou aux demi-riches. Et maintenant, je ne vais pas m'adresser à la gauche, je vais m'adresser aux catégories populaires. Et donc là-dessus, je fais de la fermeté en matière de sécurité, d'immigration et de terrorisme. Donc il essaie de ne pas s'inscrire dans les clivages politiques, mais de s'inscrire dans les clivages sociologiques. C'est son côté marxiste. C'est son côté Brésil. Son côté Brésil. Il faut que tu sois à droite. De gauche, je voudrais savoir que les classes sociales ont encore une importance. Et voilà, donc c'est son côté marxo-brésiste, c'est-à-dire je fais une politique économique de droite, et comme ça je plais à Brésil, et je fais une politique sécuritaire de droite, parce que Brésil me dira, comme ça tu plais au peuple. Voilà. Alors, je vous soumets la réflexion d'Evelyne Lambeuf, qui nous dit les deux, donc Macron et Hollande sont identiques, il n'y a que l'âge qui diffère. N'oublions pas que Macron était ministre d'Hollande, il participait au Conseil des ministres, approuvait sa politique. Ce jeune aux dents longues devrait se faire examiner. Je crains qu'il soit atteint de la maladie d'Alzheimer. Il y en a un autre, en tout cas, qui, lui, est élogieux. Je ne vous dirai pas son nom. Écoutez juste cette description qu'il fait d'Emmanuel Macron. Il parle donc du président. Comme De Gaulle, il a une vision. Comme Pompidou, c'est un homme de lettres. Comme Giscard, un inspecteur des finances. Comme Mitterrand, un homme d'histoire. Comme Chirac, il est empathique. Et comme Sarkozy, il est hyper énergique. Et enfin, comme Hollande, il a de l'humour. Qui est l'auteur de cette... pourrait être Jean-Louis Debré, mais c'est peut-être pas lui. C'est pas tout à fait ça. Oui. C'était ce matin, dans un quotidien qui n'est pas le Figaro. Ah oui, c'est pour ça que je ne sais pas. Non, je sais pas. Non, c'est Richard Ferrand qui était interviewé. Monsieur Moindron. On attendait une surprise, on attendait un homme de droite, on attendait... c'est Richard Ferrand. Et comme Barade, c'est un cirage de très grande qualité, oui. On est entre le Roi Soleil et la Corée du Nord. Est-ce qu'il avait dit qu'il avait une espèce d'amour physique? C'est Castaner qui a dit ça. Mais là, Ferrand a envie de se faire. Il a dit qu'il avait un amour on sent quand même que le... Pour Emmanuel Macron, c'était quoi C'est ça? Castaner. Ouais, c'est ça, il a dit ça. Passion amoureuse. Moi, je veux dire harcèlement. Ah, ça, bon. Oui. Non, je pense que là, c'est peut-être plus dangereux, ce genre de phrase, que ce qu'a dit le président d'LVMH, en fait. C'est-à-dire, je dirais que c'est plus dangereux pour le président, c'est le problème des courtisans. C'est-à-dire, et malheureusement, ça, c'est pas lié à Emmanuel Macron, c'est lié au pouvoir, avec un grand P, et c'est lié à nos traditions monarchiques. Et là, on voit trop, on entend trop de ce genre de phrases. Et là, je vois que, même si c'est très bien écrit d'ailleurs, il faut lui reconnaître ça, je crois que ça peut desserrer le président, d'abord en le coupant encore un peu plus des protestations, et d'autre part, en créant, oui, une sorte de bulle dans laquelle il n'entendrait plus, alors que déjà, on ne peut pas dire que Emmanuel Macron soit hyper sensible à ce qu'on pense de lui. On est bien d'accord. Voilà. Très ouvert à ce genre de... Il y a Valéry Giscard d'Estaing aussi qui a dit à la radio-télévision suisse qu'il admirait la vitalité d'Emmanuel Macron, qu'il estimait même qu'il faisait parfois preuve de culot et qu'ils avaient des points communs. Parce qu'à mon avis, ça explique le compliment. Mais c'est pas quelque chose. Mais il y a un fond de vérité. Il y a un fond de vérité. Le plan central, de Français sur 3, enfin, ça ressemble. Et la modernisation, quand même. Giscard, ça a été un grand coup de moderne. Il faut souhaiter à Macron que la ressemblance ne s'accentue pas. Parce que... Ce qui est intéressant, c'est que Giscard a commencé à s'est coupé de son camp en se disant je vais séduire le camp d'en face.
Et ça a mal fini. C'est-à-dire, si ce précédent-là s'appliquait à Macron, ça finirait mal pour Macron. Et peut-être Oui, aussi... comparable. Un peu caricatural. Mais... Non, c'est pas ça. Je suis pas sûr que la clé de l'échec de Giscard soit là. La clé de l'échec de Giscard, c'est plutôt dans ce qu'on évoquait de la coupure. C'est plutôt... les deux. C'est plutôt... Les deux. Mais ça peut être la double peine. Oui. Jean-Pierre qui nous livre aussi cette question. Macron s'exonère de son passage au ministère des Finances où il a bradé un certain nombre d'entreprises. N'a-t-il pas lui aussi des comptes à rendre? Il pense à particulièrement... non, ça, c'est le débat avec Marine Le Pen, vous vous souvenez. Alors là, on n'en sort plus parce que c'est tellement technique et je pense que, non, l'argument de Macron était d'ailleurs excellent, j'ai trouvé là-dessus, sur ce point au moins, pendant son intervention. C'est-à-dire qu'on ne peut pas à la fois dire c'est affreux, nos entreprises partent à l'étranger et abat le capital en France. C'est-à-dire il faut choisir. Il y a un moment où c'est pas le problème des Français, le bilan de Macron quand il était ministre de l'économie. C'est même pas le problème des Français. Est-ce qu'il est ingrat, est-ce qu'il est amnésique? Le problème des Français, c'est ce qu'il fait aujourd'hui. Voilà. Bon, son élection fait de lui un autre homme par définition, et ce qu'il fait va réussir ou pas? C'est ça la question qui se pose. Alors justement, ce qu'il fait pour l'université, on va en parler. On ne parle plus de sélection pour le moment. Le terme de prérequis fait figure de gros mots. Après 3 mois de brainstorming, des propositions sont remises en ce moment à la ministre de l'Enseignement supérieur. Elles sont d'une prudence extrême. Alors le gouvernement est-il en train de reculer sur un sujet majeur? Qui rentre à l'université et pour y faire quoi? C'est la preuve que le gouvernement ne tient pas ses engagements, cette reculade qui s'annonce sur la sélection à l'université, Christophe Devock? Écoutez, là, je dirais, je l'avais dit d'ailleurs sur ce plateau, il faut faire très attention avec le monde universitaire parce que c'est un peu un chaudron bouillant. Et je crois que Emmanuel Macron, là, peut-être se dit que, bon, même s'il veut ouvrir tous les fronts à la fois, c'est peut-être pas la peine d'ouvrir celui-ci tout de suite, entre les APL, la propagande de Mélenchon dans les universités, la frustration liée à l'échec universitaire, hein, on va en parler, je pense. À mon avis, c'est une population qui est beaucoup plus susceptible de bouger, c'est ce que je veux dire, donc il s'en méfie, que le monde ouvrier. C'est une population qui peut passer pour une vraie victime si jamais voilà. La politique les agresse trop frontalement. Oui. Et puis c'est vrai que c'est aussi une inquiétude pour les familles, ça ne touche pas que les étudiants, donc c'est un sujet très, très délicat. Ils ont eu des signaux quand même, d'une certaine angoisse, voire d'une mobilisation peut-être, qui pouvait intervenir. Donc ils sont prudents, mais ce n'est qu'un rapport. Les arbitrages tomberont la semaine prochaine. Dans un mois. Je vous propose, on va continuer d'en parler, mais je vous propose d'écouter justement sur le sujet jeunesse dans la rue ou pas, François Ruffin, député de la France Insoumise. L'histoire n'est jamais écrite d'avance. On ne sait pas ce qui peut se passer. On ne sait pas ce qui peut se passer dans les facs. Voilà. Mais moi, je veux surtout pas être prophète. Dans les facs, c'est-à-dire, vous pensez que... Non, mais je sais pas. Moi, je veux surtout m'appliquer à ne pas être un prophète. Je ne suis pas un prophète pour dire regardez, ça va être la révolution, parce que je suis sceptique. Mais je veux pas être un prophète en sens inverse en disant il y a rien qui va se passer. J'en sais rien. Qui vivra verra. Alexis, il se garde bien de se prononcer, effectivement, François Ruffin, mais en même temps, on comprend que... Je veux dire, on nous avait dit que ça allait exploser dans la rue, que les syndicats, que si on ne l'a pas vu, on ne l'a pas eu. Là, on nous dit les étudiants, bon, oui, je veux bien que ce soit toujours explosif, les étudiants. N'empêche que si on ne fait rien, qu'est-ce qui se passera à la prochaine rentrée? C'est qu'on aura des centaines et des milliers d'étudiants qui vont aller s'entasser dans des facultés, des étudiants qui sortent de L, qui vont aller en fac de médecine, où ils ont 0 chance sur 100, pas 0,1. Il suffit de parler avec un président de l'Université de Paris Descartes, il vous dit, statistiquement, c'est pas 1 sur 100, c'est 0 sur 100 qui, venant de elle, peut réussir l'examen de médecine. Donc il y a un moment, bon, on peut discuter tant qu'on veut, mais c'est pas rendre service aux étudiants que de leur dire oui, allez en médecine mais parce que vous avez fait... Un pronostic, Emmanuel Macron va tenir là-dessus ou... J'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est que là, effectivement, les conclusions sont très prudentes, évidemment. On réunit des syndicats autour d'une table, les syndicats étudiants, les syndicats profs, les présidents d'université qui, eux, veulent que ça bouge, parce que sinon, c'est le tirage au sort qui, quand même, est absurde. Donc, le consensus qui se fait est un consensus en retrait. Après, il y a eu des consultations sur le droit du travail. Eh ben, l'idée, c'était qu'il ne fallait pas y toucher, puis Macron y a quand même touché. Donc, ça me semble encore tôt pour dire qu'il va reculer. J'espère qu'il ne le fera pas. Je pense qu'entre le tirage au sort et la sélection, il y a des solutions qui consistent, c'est-à-dire à ce que quelque chose soit proposé à quelqu'un, mais pas forcément ce qu'il demande. C'est très compliqué, parce que quand vous faites de la politique, vous avez d'un côté les mesures qu'il est vraiment
vous pensez nécessaire de prendre pour le pays, et vous pensez qu'il est nécessaire, si vous le pensez, d'instaurer de la sélection à l'entrée à l'université, il faut instaurer de la sélection à l'entrée à l'université. Et d'un autre côté, quand vous faites de la politique, vous n'êtes pas obligé non plus d'être totalement masochiste et de foncer dans le mur en klaxonnant. Donc vous n'êtes pas absolument obligé de prendre toutes les mesures qui ont été prises pour les collectivités locales pour être sûr de perdre des élections sénatoriales au maximum. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une manière de faire la réforme de l'ISF qui met à peu près tout le monde contre vous, et vous n'êtes pas obligé non plus de se dire maintenant je vais essayer de mettre les étudiants dans la rue, parce que comme ils n'y vont pas pour le code de travail, si ça chauffe avec les étudiants, ce sera mieux. Donc vous pouvez, pour des raisons de survie politique, différer, atténuer et tempérer. En tout cas, à leur place, c'est ce que je ferais. Et Brézé dirait que je ne fais rien. Il n'aurait pas complètement tort. Je ferais un peu, mais pas tout ce qu'il veut. Ça s'appelle l'opportunité contre le fond. Voilà. Alors justement, Merwan Meadji, qui nous a rejoint, va nous dire peut-être pourquoi la crainte des étudiants dans la rue n'est pas aussi élevée que ça. Merwan, d'après ce que vous avez pu voir sur les réseaux sociaux, finalement, les étudiants, ils ne sont pas totalement hostiles à la sélection, ils sont plutôt majoritairement pour. Ils sont pour. On a posé la question d'abord sur le Figaro.fr et 91% de nos internautes sont pour la sélection à l'entrée de l'université sur 11 000 votants. Et sur Twitter, on a aussi posé la question. On a un peu moins de personnes, 700 votants, mais 65% sont quand même pour. Alors, hormis ceux qui demandent à corser l'épreuve du bac ou qui demandent des conseillers d'orientation plus réguliers, on a ceux qui nous disent, comme Bunch, sur lefigaro.fr, cela existe déjà pour les classes prépa aux grandes écoles. Puis au moment d'entrer dans ces grandes écoles, c'est le meilleur moyen pour avoir les meilleurs élèves dans chaque filière. On a aussi l'internaute Non mais sérieusement, le nom donne déjà le ton. À l'entrée en licence 1 et en master 1, éventuellement, il n'est pas logique d'admettre des gens qui n'ont pas le niveau. Tout comme il n'est pas logique de donner un master 1 et de refuser un étudiant en master 2. Soit on est qualifié pour la suite, soit on ne devrait pas avoir son M1. On a Capitaine Biceps, cette fois sur Twitter, qui nous dit « Il faut aussi débloquer des places pour les autres voies et mettre dans la tête des profs qu'il n'y a pas que la fac pour réussir dans la vie. » La justice, encore un nom évocateur. Il y a trop de jeunes qui s'inscrivent à la fac et ne terminent pas leur année, alors que d'autres voudraient y poursuivre leurs études et n'ont pas la possibilité d'y entrer. Dans certaines filières, la mention au bac devrait déterminer l'entrée. Et à noter qu'une minorité quand même de nos internautes sont contre, et on leur donne la parole. On a Laval57 qui nous dit je suis contre comme il y a 30 ans. L'université est un lieu de savoir, un moyen égalitaire pour avoir la chance d'obtenir un diplôme avec des études plus longues. La sélection peut se faire à l'entrée de la licence pour définir les parcours universitaires, mais pas avant. Et on a Clé Breton qui nous dit non, car je n'aurais jamais été sélectionné au vu de mon parcours collège-lycée, et pourtant je sors 2e de ma promo de DESS. Alors moi je suis né dans les années 90 et j'ai dû rechercher ce que c'était le DESS. Là, c'est le diplôme d'études supérieures spécialisées, c'est l'équivalent au Master 2 aujourd'hui. Je ne me trompe pas, Olivier Duhamel, depuis la réforme de 2003. Et je termine avec Mardagine qui nous dit qu'il faut plutôt créer plus de places à l'université si les étudiants n'ont pas le niveau. C'est au lycée qu'il faut commencer à trouver des solutions et par ricochet au collège. Qu'en pensez-vous, Olivier Duhamel? Est-ce qu'il faut commencer à dénouer le nœud de la fac dès le collège, voire dès la primaire? Non, je pense que les gens qui vous répondent sont comme beaucoup de Français, bien qu'ils soient jeunes, et c'est NIMBY, ça s'appelle Not in my backyard, c'est-à-dire qu'on est pour la sélection, mais de préférence pour les autres, moins pour soi. Moi, si je fais à l'entrée de Sciences Po un test sur est-ce que vous êtes pour ou contre la sélection, évidemment qu'ils sont pour la sélection, ils ont réussi la sélection. Après, le faire accepter par la masse des étudiants, c'est autre chose. Et puis, le mot est très ambigu, parce que aujourd'hui, le baccalauréat, c'est un diplôme d'accès à l'enseignement supérieur. Le problème, donc, c'est est-ce que ça donne le droit d'aller où on veut? Ça, c'est impossible. Est-ce que ça doit empêcher d'aller quelque part? C'est ça la difficulté. Mais les vœux les vœux APB se font avant d'avoir le bac. Oui, j'entends bien, mais on ne peut pas satisfaire tous les vœux. En revanche, trouver une place... L'idéal, évidemment, ce serait quand même de trouver des places qui correspondent à peu près aux préorientations possibles, avec ensuite des barrières pour pouvoir changer, corriger si on bouge. Presque idéalement, étant donné ce qui est devenu le bac, presque idéalement, il faudrait une propédeutique pour tout le monde. Presque idéalement. Une propédeutique, ça veut dire une année générale dans laquelle on reste sur un secteur très large et où après... Évoqué, si j'ai bien compris, les syndicats étudiants sont contre. Parce que ça renchérit la durée. Ça renchérit, puis par ailleurs, ça ne serait pas pour tout le monde, donc ça serait inégalitaire, puisqu'il y aurait les très bons qui iraient directement, et les autres qui feraient une année de plus, et donc les syndicats ne sont pas davantage pour. Oui, mais alors, contrairement à ce que j'ai dit tout à l'heure, évidemment, c'est pas contrairement, c'est un bémol. Les syndicats, et en tout cas les syndicats les plus durs, sont beaucoup moins puissants qu'avant. Oui, l'UNEF est en déclin.
la crainte est moindre que ce qu'elle devait être avant. C'est pour ça que ces discussions avec les syndicats, c'est vrai dans le domaine de l'entreprise, c'est vrai aussi dans le domaine de l'université, ne sont pas forcément représentatives du point de vue des salariés dans l'entreprise et des étudiants. Mais elles ont deux intérêts. Le premier, c'est qu'elles atténuent l'hostilité des syndicats parce qu'on aime bien être respecté, on aime bien être écouté, on aime bien être reçu, et c'est la moindre des choses. Et la deuxième, c'est qu'elle aide à construire des divisions entre les syndicats. Et on l'a bien vu sur le Code du travail. Et on pourrait le voir sur le mode étudiant. Et là, ça, c'est un des trucs sur lesquels, un des domaines dans lesquels il est assez doué, Macron. Et c'est assez politique. Comme il a divisé la droite, comme il a divisé les syndicats sur le Code du travail, comme il pourrait essayer sur d'autres sujets. Et par ailleurs, nous, on parle de sélection pour aller vite et pour être plus tranchant. Mais Macron n'a jamais parlé de sélection. Il parle de prérequis. Dès la campagne. Il en a parlé dès la campagne. Un peu plus qu'incitative. Alors en fait, on ne veut pas prononcer le mot. Non, mais voilà, le mot sélection n'est jamais prononcé. Et c'est vrai qu'entre le prérequis et l'orientation très incitative, il y a des... Et puis entre l'orientation et je te prends ou rien, c'est pas la même chose. Non, bien sûr. Il y avait eu un sondage fait récemment, c'était le 10 octobre pour le Figaro étudiant, qui disait que 80%, on va voir les chiffres apparaître à l'écran, 80% des jeunes sont favorables à l'instauration de prérequis, ces fameux prérequis, et 61% d'entre eux sont favorables à la sélection sur dossier. Ce qui rejoint nos internautes. Ce qui effectivement est très proche de... C'est très encourageant, hein. Mais bon, ne sous-estimons pas la force des protestataires, et même minoritaires. On le sait depuis longtemps en France quand même. Et on connaît aussi la force de notre hypocrisie d'un système qui est en effet dual, très sélectif, hyper sélectif dans certaines filières. On est bien placé pour le savoir à Sciences Po. Et d'autre part, très, on va dire, démagogique, il faut bien dire, sur l'ensemble du champ universitaire. Oui, tous les sondages montrent que les Français acceptent largement le principe, l'idée d'une sélection à l'entrée de l'université. Je pense que c'est là-dessus que le gouvernement s'appuiera ultimement. Nous allons nous publier un sondage la semaine prochaine qui confirmera ça. Faites attention avec les sondages. Tous les Français disent que de très très loin, la meilleure chaîne de télévision, c'est Arte. Ils sont 3% à regarder Arte. C'est sélectif aussi. Voilà. Et pour prolonger, je vous invite à regarder le Figaro Live. Il y aura un focus sur cette question là, sur le site du Figaro et Figaro Live. La lutte contre le harcèlement, ça commence à l'école. L'affaire Harvey Weinstein doit-elle être enseignée dès la cour de récréation? Le respect du sexe opposé s'apprend certes dès le plus jeune âge, mais doit-il être inculqué par les profs, par la famille? Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, a son idée sur la question. On l'écoute, elle était l'invitée de France Info hier soir. Je pense qu'il y a un sujet, c'est aussi l'éducation des garçons, excusez-moi. Et la région Île-de-France va prendre sa part dans ce sujet. Et nous ferons, avec le Centre Hubertine Auclair, qui est le bras armé de l'Île-de-France sur ces questions de sexisme, d'égalité homme-femme, nous allons travailler sur la relation des adolescents entre eux. Parce qu'aujourd'hui, il semble que c'est dès l'adolescence que commencent à se prendre des modes de relation extrêmement... d'un autre âge. On va écouter également le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. Lui, il dit que c'est vraiment du domaine de la vie quotidienne, cette notion d'égalité entre les sexes. On l'écoute, c'était ce matin sur RTL. C'est du domaine de la vie quotidienne. C'est comme la lutte contre le harcèlement, dont je parlerai dans les temps prochains. C'est des choses qu'on doit faire comme M. Jourdain fait de la prose, c'est-à-dire être vigilant sur les questions. C'est pas nécessaire de faire un cours sur l'égalité garçon-fille. Il est nécessaire d'être vigilant sur les comportements du quotidien, sur le respect des uns par rapport aux autres. Donc, pour moi, ça fait partie de ce respect d'autrui qui est au cœur de la mission de l'école. L'école transmet des savoirs. Nous en parlons ce matin quand nous parlons des mathématiques. Elle transmet aussi des valeurs. Et ces valeurs peuvent se résumer en respecter autrui. Ça inclut évidemment le respect des filles par les garçons. Christophe Devox, c'est encore une mission pour l'école, une mission de trop? Oui, je suis toujours un petit peu méfiant, un petit peu comme le ministre, je suis un peu méfiant quand on dit « allez, c'est à l'école de faire tout ». En effet, commençons d'abord par apprendre les maths, lecture, écriture. Mais il a bien raison. Dans le cadre du respect d'autrui, qui est à mon avis fondamental, il faut absolument insérer cette dimension... je dirais, du genre, comme on dit aujourd'hui plutôt d'ailleurs. Et là, je crois que le ministre, comme sur d'autres sujets, fait preuve d'un bon sens qui lui aussi va convaincre pas mal de Français. Alexis, ça soulève la question de la mixité ou c'est un autre sujet? À mon avis, c'est un autre sujet, même si cette question peut exister par ailleurs. D'abord, je crois que quand même pour toutes ces questions-là,
cette éducation, c'est d'abord quand même les familles. Le travail, avant de parler d'école, il faut quand même parler des familles. Le boulot d'éduquer les enfants, c'est les familles. L'école, c'est quand même d'abord le savoir et l'instruction. Après, l'école peut aussi et doit être intransigeante sur un certain nombre de comportements. Moi, ce côté cours de morale à répétition, on va expliquer à des garçons qui ricanent qu'il faut respecter les filles, je ne suis pas absolument sûr que ce soit efficace. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire du tout, mais je pense que on les voit, on leur fait ça sur l'environnement, le tri sélectif, tout ça. Ouais. Ils voient passer ça, ils écoutent et ils rigolent. Bon, en revanche, il y a des trucs que dans l'école, on ne doit pas laisser passer. Ça fait des années que dans tous les rapports, le rapport Aubin, c'était il y a combien de temps? Plus de 10 ans. On voyait dans les classes un certain nombre de comportements des garçons vis-à-vis des filles. Les filles obligées de s'habiller comme des sacs, sinon elles se font traiter, pardon du mot, mais de pétasses. Donc ça, voir d'autres choses. Et voir d'autres choses. Et des comportements qui sont vraiment là du harcèlement violent, ça les profs ne devraient pas, et les conseillers d'éducation ne devraient pas le laisser passer. Ça me paraît plus important que enfin, ça me paraît plus nécessaire, en tout cas dans l'immédiat, que de faire des énièmes cours de morale. Sylvain Courage. Oui, non, c'est logique. Le rôle de l'école. Le ministre attaque ça par l'universalisme. Finalement, c'est le respect effectivement de l'autre qui inclut le respect du sexe opposé. Dans les écoles, normalement, ça ne doit pas vraiment être le lieu numéro un où on traite ces sujets-là. En revanche, qu'on commence à le faire très jeune, ça c'est important. Je pense qu'on soit attentif à ça dès les toutes petites classes, parce que là on parlait plutôt du lycée, du collège, ça me paraît être une bonne chose, parce que c'est quand même, dans le rapport entre les sexes, ça se joue beaucoup au niveau du primaire. Olivier Duhamel. Je pense que les féministes les plus durs vont dire qu'il ne faut pas que je vienne trop souvent sur un plateau parce que je me fais contaminer, mais je suis assez d'accord pour dire que le problème principal, c'est le comportement, et puis je n'aime pas la façon dont tout ça fonctionne. C'est-à-dire, je n'aime pas que... Voilà. Il y a un fait divers assez colossal, mais c'est un fait divers. Derrière, il y a un vacarme médiatique du feu de Dieu. Et qu'est-ce qu'on répond? La loi et l'école. La loi et l'école. C'est-à-dire, si vous reprenez l'interview du président de la République, il est relancé à 2 reprises pour dire loi. Tant qu'il ne dit pas loi, on lui dit « et une loi, et une loi, et une loi ». Et il finit par dire « en ces matières, une loi est probablement nécessaire ». Moi, je pense qu'en effet, l'essentiel, c'est d'abord les comportements, mais que là, pour le coup, chacun est impliqué. Par exemple, je vais vous raconter une histoire, parce que c'est l'histoire que je raconterai à ma fille et que je raconterai quand ça sera grande à ma petite fille, qui est une femme tout à fait féministe au sens normal du terme, tout à fait contre toutes ces choses-là, mais qui trouve que ça devient un peu délirant ce qu'on fait là-dessus, et qui dit, sauf dans quelques situations particulières, en effet, de pouvoir très dur et d'infériorité très dure, ce qu'il faut apprendre aux femmes, c'est à se défendre. Et moi, un jour, il y a un type, j'avais des beaux seins, des gros seins, elle m'a mis les mains comme ça, et elle m'a dit gros camion. Et bien moi, je lui ai pris immédiatement les couilles et je lui ai dit minibus. Voilà. Et moi, je lui ai raconté des histoires comme ça, et je vais dire à mes enfants et aux autres, allez, quand on vous fait un truc, allez, faites-lui le coup du minibus. Et ça, c'est une contribution au moins aussi importante qu'aller faire une demi-heure de cours sur le sujet. On retiendra la leçon. Je livre quand même quelques chiffres sur ce sujet. C'est le sondage va paraître demain dans le Figaro, sondage qui est fait par Odoxa pour le Figaro et France Info. Une femme sur 2 a déjà été victime de harcèlement sexuel ou d'agression sexuelle. 80% des Français sont favorables au projet de loi pour verbaliser le harcèlement sexuel de rue. Projet de loi qui est antérieur à l'affaire Harvey Weinstein. Ça comprend siffler, par exemple? Pardon? Ça comprend. Alors, c'est intéressant parce que dans le sondage, quand on leur demande est-ce que siffler c'est pas bien, siffler c'est. La ministre a dit que ça n'entrait pas dans la fraction. On a sauvé le sifflet in extremis. Et toujours pour le côté grand déballage et d'un fait divers, 57% des Français approuvent l'initiative #balance ton porc. Voilà. Oui, alors moi je dois dire, même pour mettre un peu une petite couleur positive, c'est qu'au niveau des étudiants, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, Olivier Duhamel, mais au niveau des étudiants, je trouve que les relations entre les sexes sont moi je trouve particulièrement apaisées et particulièrement agréables. En fait, on a l'impression que tout de même, il y a une génération qui a appris certaines choses. Je pense qu'on parle là plutôt de difficultés sociales et aussi de certains quartiers, de certaines difficultés, évidemment, mais que globalement, j'ai l'impression qu'on a une génération qui est, par rapport à la génération où j'étais étudiant, est beaucoup plus respectueuse des filles et beaucoup plus égalitaire. Machiste, oui, ça faisait il y a 20 ans. Je vous posais la question de la mixité. C'est vrai que c'est un sujet un peu annexe, enfin pas annexe, mais voisin. La question s'est posée dans les quartiers difficiles avec des enseignants, des parents d'élèves qui disaient il faudrait peut-être mieux séparer les filles et les garçons.
complètement à côté de la plaque. C'est vrai qu'à l'époque de l'adolescence, enfin, les profs disent que c'est souvent plus commode d'avoir les filles d'un côté, les garçons de l'autre, que dans les petites classes, ça pose pas de problème, que dans les classes, mais même à partir de la seconde, première, ça pose pas de problème, qu'au milieu, c'est un peu plus compliqué, parce qu'il y a une différence de maturité, etc. Non, moi, ce que je voudrais dire, c'est que... Mais quelle régression, quoi. Si, je veux dire, on a mis combien de siècles à faire des lycées mixtes? Non, mais c'est pas faire des lycées. Et maintenant, on ferait des lycées séparés hommes-femmes. C'est pour ça que je ne dis pas qu'il faut généraliser ça. Je dis que si un certain nombre de parents le souhaitent, après tout, pourquoi pas. Ce que je voudrais dire, c'est que, et là je rejoins ce que vous dites, c'est que ce fait divers, qui est un fait divers évidemment considérable, est aussi un peu l'arbre qui cache la forêt. C'est-à-dire que les malheurs bien réels et absolument abominables et scandaleux qui arrivent aux actrices sont tout à fait condamnables. Ce qui se passe en entreprise est tout à fait condamnable et dans cette situation de pouvoir est évidemment très condamnable et intolérable. Mais après, le problème aujourd'hui politique, me semble-t-il, en France, c'est quand même davantage ce dont on est en train de parler là de mi-mot, c'est la situation dans certains quartiers où les femmes ne peuvent plus pénétrer, ne peuvent pas entrer dans les bistrots, où dès qu'elles passent dans la rue, elles se font conspuer. Ça, c'est quand même... Ça, là, pour le coup, on est dans l'ordre du politique. Mais c'est pour la même raison, Alexis Brézé, même si vous avez raison sur le fond qu'il ne s'agit pas de la même chose, mais c'est pour la même raison que j'ai une résistance à l'idée de faire des classes de garçons et des classes de filles. Oui, moi, Parce que je suis d'accord qu'en soi, ce n'est pas la même chose que d'interdire à des filles d'aller dans un café, mais c'est quand même rentrer dans cette voie de la bonne solution, c'est de séparer. Et moi, je ne suis pas pour la séparation. Et on a un bon exemple ou un contre-exemple. Vous savez quelle est la ville du monde la plus dangereuse pour les femmes? C'est Le Caire. On ne peut pas dire qu'on ait la mixité dans l'enseignement en Égypte. Non, mais pardon, mais enfin, oui. c'est peut-être pas ça la question de la mixité ou non de l'enseignement, et peut-être pas la caractéristique principale, le point commun principal entre Le Caire et la Seine-Saint-Denis. À mon avis, c'est pas la question de la mixité dans les cours. Il l'a pas dit. Enfin, quand même. Allez au bout de votre réponse. Non, mais enfin, je veux dire, il y a des cultures. Et bon, alors on va le dire, ça va te faire plaisir à Olivier, parce qu'il attend que je le dise, donc je vais le dire. Il y a des cultures, et la relation homme-femme, notamment dans l'islam, n'est pas exactement un modèle d'égalité. Et on voit bien qu'aujourd'hui, les quartiers dont nous parlons, en parlant de quartiers très pudiquement, ce sont des quartiers où il y a une forte proportion de musulmans. On le sait. Ça pose un problème politique. Les fameux bistrots où les femmes n'avaient pas le droit d'aller, le fameux quartier de la Chapelle-Pajol où on a envoyé des missions exploratoires pour voir. Tout le monde sait que ce sont des populations d'origine étrangère qui s'en prennent aux femmes. C'est pour ça qu'il faut encourager toutes les femmes musulmanes qui tiennent à discours contre ça. Comment? Mais bien sûr, non, mais ça c'est absolument vrai. Ce qu'on ne fait pas toujours. Il y a un terme très politiquement correct que j'ai découvert, c'est la méditerranéisation de la société. Voilà, pour décrire ce que... C'est comme l'écriture inclusive, avec ce mot n'a aucune chance. Ce mot n'a aucune chance parce qu'il est trop compliqué. Il fallait le placer, on n'avait pas parlé jusqu'à présent. Moi, c'est la chose qui m'importe plus que le mot. Oui, exactement. Vous voyez, par exemple, Léa nous dit « Je suis professeure en grande section de maternelle et je vois certains comportements qui ne sont pas des comportements d'enfants, expressions, gestes, 3 petits points, et qui ne peuvent venir que des parents. » Parents, bien sûr. C'est du mimétisme, dit-elle. Josh, je suis d'accord avec Alexis Brézé. L'école, c'est le lieu du savoir, pas du savoir-vivre. Peut-être des deux, mais en tout cas... d'abord de la transmission du savoir. Il prend un compliment avec son petit sourire, alors il n'a pas du tout dit ça. Quand on dit qu'on est d'accord avec moi, je ne conteste pas. C'est politique. C'est un politicien. Et Nicole Barbanois, l'essentiel, c'est l'éducation en amont. Et oui, rappelons-nous quand même que dans notre bonne vieille école nostalgique, il y avait des leçons de morale, donc on ne s'occupait pas seulement du savoir. Non, bien sûr. Il y avait aussi le comportement et le civisme. Mais sans que ce soit l'objet d'un cours, et je crois que là-dessus on était d'accord, c'est que évidemment les enseignants doivent veiller, d'ailleurs en général le font, à ce que les comportements soient des comportements respectueux et ne pas accepter des comportements... C'est souvent très difficile pour eux, parce qu'ils ont... Plus c'est difficile, plus il faut s'y atteler. Non, mais ils ne sont pas forcément tout à fait soutenus par l'institution. Alors, l'école en Espagne et en Catalogne, je ne sais pas exactement ce qu'il en est sur le plan des comportements, mais en tout cas, le bras de fer. Alors, dites-moi, soufflez-la moi, soyez charitable. Une grande partie du sentiment indépendantiste catalan est liée à la politique éducative de la Généralité qui a véritablement catalanisé l'enseignement depuis une trentaine d'années. Et on a les générations
indépendantistes qui en sont sortis. Vous voyez que non J'ai content votre d'être un transition. spécialiste des Pays-Bas, vous êtes un spécialiste de la Catalogne. Ben, on va finir par le devenir En tous. tout cas, entre Madrid et Barcelone, le bras de fer continue. L'autonomie de la Catalogne pourrait être suspendue dès samedi. Réunis à Bruxelles, les dirigeants de l'Union européenne regardent cette escalade avec inquiétude. Mais pourront-ils rester encore longtemps de simples observateurs ? À son arrivée à Bruxelles, le président français a parlé de nécessaires messages d'unité autour de l'Espagne. On le regarde. Ce Conseil européen sera marqué par un message d'unité autour de nos États membres face aux crises qu'ils peuvent connaître, unité autour de l'Espagne et unité aussi très forte dans la discussion du Brexit. Olivier Duhamel, cette position de principe, c'est une affaire espagnole, ça ne nous regarde pas. Elle est tenable encore longtemps ? Oui, franchement, je ne pense pas que ce soit à l'Union européenne de construire, si tant est qu'elle soit possible, une médiation. On reproche déjà beaucoup à l'Europe de s'occuper de choses qui ne sont pas de son ressort, parfois à tort, parfois à raison. Et ça, la notion de tort et de raison dépend selon les points de vue, évidemment. Mais on peut imaginer des ONG, des instances extérieures au conflit. On peut imaginer l'Église de Catalogne et l'Église d'Espagne. On peut imaginer beaucoup de solutions. Mais l'Europe n'a pas pour vocation à venir résoudre un problème interne à un pays en train de se disloquer. Et d'ailleurs, d'une certaine manière, l'Europe, elle a dit ce qu'elle avait à dire, ce qui d'ailleurs a beaucoup arrangé Madrid. Elle a dit qu'il était hors de question que la Catalogne adhère à l'Union européenne sans reprendre, reste dans l'Union européenne sans engager tout un processus d'adhésion. Et évidemment, processus d'adhésion qui n'aura aucune chance d'aboutir puisqu'il faut l'unanimité. La vérité, c'est que tous les États européens soutiennent quand même le point de vue de Madrid dans cette affaire, parce qu'ils n'ont pas du tout envie d'importer ce genre de problématique chez eux, et puis parce qu'il y a quand même une question légale et que l'Europe doit maintenir la légalité des constitutions et des scrutins. Donc voilà. Et je pense que l'Europe peut difficilement s'engager parce que Madrid le prendrait vraiment très mal, parce que pour eux c'est impossible d'accepter que des étrangers viennent régler cette question. Parce que l'Europe ne peut absolument pas mettre son doigt dans cet engrenage, parce qu'après, si c'est ça, il n'y a plus d'Europe, parce que de toute façon à ce moment-là, Madrid récusera l'Europe, et puis ensuite la Lombardie et la Vénétie, il y a un référendum très bientôt pour accroître l'autonomie, enfin, ou obtenir et la Hongrie ses revendications et donc sur la déjà l'Europe là, à 27 marche pas si bien que ça. Mais enfin, 45, ça veut dire que si l'Europe est obligée de ne reconnaître que les États et surtout pas se mêler se poser en médiateur entre deux personnes, c'est reconnaître dans une certaine mesure leur égalité. Et donc dire ça, c'est créer les conditions de l'explosion de l'Europe. Ouais. Donc l'Europe ne peut absolument pas le faire. Mais si on se projette à samedi, lundi prochain, et la situation qu'on ne connaît évidemment pas. Là, je veux vous dire, je me courageusement me trancher ma qualité d'historien, spécialiste du passé et pas de l'avenir. Je trouve qu'on est dans un jeu de poker menteur, là, en plus. Hein. Je déclare l'indépendance sans la déclarer, tout en la déclarant. Je te mets un ultimatum, je respecte pas l'ultimatum, je te renvoie la balle par une lettre. On est véritablement dans un jeu très ouvert, un jeu dangereux, the most dangerous game, peut-être. Et tout peut déraper. S'il y a un incident majeur, par exemple, des morts, par exemple, on aurait là un cocktail explosif. Donc, et quand on connaît aussi la situation, c'est très intéressant, vous savez que le gouvernement catalan refuse de faire de nouvelles élections, ce que propose Madrid, et moi, ce qui me semble tout de même la voie de la démocratie. Faire de nouvelles élections me paraît quand même toujours une bonne chose, quand les élections sont régulières et sereines. Je ne parle pas d'élections au Venezuela, en l'occurrence. Mais quand on fait de nouvelles élections, je crois que ce serait la solution, et non pas une médiation, en effet. Mais, comme par hasard, le gouvernement catalan a refusé, car il sait que sa majorité est très fragile, notamment, comme l'a rappelé Olivier Duhamel, parce qu'il n'y a plus de possibilité européenne pour la Catalogne hors de l'Espagne. Et ça fait réfléchir non seulement Madrid, ça aide Madrid, mais ça fait réfléchir énormément de Catalans. Je pense néanmoins que les jours passant, le camp indépendantiste et Puigdemont sont en train de perdre des points. Ouais. D'une part, ils en ont perdu beaucoup quand il y a eu l'accumulation de décisions économiques de changer les sièges, et donc on a fait prendre conscience, et autres qui alors qu'ils pensaient et donc on fait prendre conscience de conséquences très très mauvaises pour la Catalogne en premier de l'indépendance, alors que l'idée c'était si on est indépendant, on sera plus obligé de faire la péréquation fiscale pour l'Extremadure, l'Andalousie, on va s'enrichir, et que là ils commencent à comprendre, on va s'appauvrir. Et la deuxième chose,
c'est que les tergiversations de Puigdemont, au moins la force de Rajoy, il y est allé un peu fort en termes de répression, mais la force de Rajoy, c'est la constance de sa ligne. C'est-à-dire, c'est illégal, c'est illégitime, je suis garant de l'unité du peuple d'Espagne et je utiliserai tous les moyens pour la faire respecter. On comprend ce que ça veut dire et c'est clair. Puigdemont, il déclare une indépendance, puis il la suspend, puis il donne un délai de négociation, puis il retire. C'est-à-dire, c'est la confusion généralisée. L'article 155 dont on est tous devenus des spécialistes et qu'effectivement, il y a, pas le souhaiter, mais des morts dans la rue, il se passe quoi? On peut peut-être, vous allez peut-être un peu vite en mettant une relation directe entre l'application de l'article 155 et des morts dans la rue. C'est-à-dire, on peut décider qu'on prend le contrôle à la place de la région et du gouvernement régional et du Parlement régional des décisions concernant la Catalogne. On peut décider éventuellement qu'on arrête les gens qui s'y opposent. On est quand même capable d'arrêter des gens sans les tuer quand on sait faire son travail à peu près correctement. D'ailleurs, jusqu'ici, il n'y a pas eu mort d'homme. Et donc, ne dramatisons pas complètement la prise du contrôle par Madrid. Il faut juste le faire à peu près bien et éviter, d'une part, de tuer des gens, évidemment, et d'autre part, de matraquer des vieilles dames. Mais bon, si on évite ça, ça va. Moi, j'ai le sentiment que les indépendantistes ont perdu la partie, et je m'en réjouis, parce qu'ils ne sont pas allés assez vite. S'ils avaient emballé la machine après le week-end d'élection, de répression, etc., cette espèce d'émotion. Et là, effectivement, il y a eu 15 jours qui ont passé, qui a permis à Madrid de faire dire à l'Europe que l'Europe n'accepterait pas la Catalogne. Et pourquoi est-ce qu'ils ont attendu au fond? C'est parce qu'ils sont divisés. Et parce que le référendum est un échec. Parce que quand vous faites 42% de participation, excusez-moi, mais le référendum en France sur l'indépendance de l'Algérie, c'est 75% de participation. Le référendum des Algériens sur l'indépendance, c'est 78% de participation. Et 90% oui, ça change tout. Les Catalans sont très divisés et il y en a, semble-t-il, une grosse moitié qui est contre l'indépendance, première chose. 6 sur 10 qui sont pas venus et le camp indépendantiste est lui-même très divisé. Parce que les indépendantistes, il y a des gauchistes, et puis en gros des centristes qui en ont marre de payer pour les autres, mais qui sont l'incarnation des milieux d'affaires, etc. Ceux-là, ils ne veulent pas du tout sortir de l'euro, ils ne veulent pas du tout sortir de l'Europe, et donc dès qu'ils ont vu ça, eux, ils commencent à se tirer des flûtes. Et donc du coup, Puigdemont ne pouvait plus accélérer. Donc soit il fallait le faire tout de suite, et finalement Rajoy, me semble-t-il, il a assez bien joué. On peut discuter de la question du premier week-end électoral où il a cogné très fort, mais depuis, il avance avec méthode, il ne cède rien, et les autres ont quand même à chaque fois tendance à reculer. Je maintiens, Alexis, que si le peuple catalan était massivement indépendantiste, s'ils étaient allés voter à 80% et qu'ils avaient voté oui à 66%, eh bien là, c'était beaucoup plus difficile de l'empêcher et ils pouvaient proclamer tout de suite l'indépendance, mais que, je le répète, 6 Catalans sur 10, soit en n'allant pas voter, soit pour une petite minorité en voter non, a refusé d'exprimer un désir d'indépendance. Voilà, si vous voulez, c'est difficile de faire l'indépendance quand 6 sur 10 de votre propre peuple n'en veut pas et que le peuple auquel vous faites partie n'en veut pas. Mais là, il y a eu une avancée quand même dans la dialectique si on réfléchit, parce que Puigdemont a dit si Madrid suspend notre autonomie, alors on déclarera notre indépendance. Mais aujourd'hui, donc, on peut renverser le raisonnement, et si Madrid maintient l'autonomie, alors il n'y aura peut-être pas de déclaration d'indépendance. On voit bien que les indépendantistes aujourd'hui ont peur de perdre l'essentiel. Ont peur de perdre l'essentiel, c'est-à-dire quand même l'autonomie, qui a été très grande, l'autonomie de leur région. C'est-à-dire aussi le pouvoir, carrément, pour un certain nombre de gens. Le pouvoir. Donc, et la corruption pour quelques-uns, en prime. Rajoy a quand même assez bien manœuvré, parce que là, on voit qu'il y a eu un mouvement, malgré tout, dans ce jeu de poker. Il y a déjà un changement de position des acteurs. Eh bien, merci à tous les quatre. Merci aussi à Merwan Meadji. Je vous propose de regarder quelques images de Danielle Darieux, qui s'est éteinte aujourd'hui, après Gisèle Casatsu, elle aussi centenaire, Jean Rochefort, Claude Rich, une génération d'acteurs qui nous quittent. Restez sur Figaro Life. Dans un instant, un focus à l'occasion de la Journée mondiale des statistiques. Et c'est un focus, on y revient, sur les femmes et les hommes dans l'Union européenne, et notamment les différences hommes-femmes en matière de rémunération. Les femmes gagnent 16,3% de moins que les hommes dans l'Union européenne. C'est ce qu'on va apprendre dans un instant avec Armelle Bohinust et Ariane Lecoeur. Merci à tous et à demain pour un nouveau point de vue.